Salut les gars, c'est leur sport et aujourd'hui on se retrouve pour le match retour de LDC. On est en compagnie de Mathieu. Comment ça va Mathieu? Écoutez, moi ça va super. Hâte de reprendre cet épisode, d'aller sur un deuxième pronostic. On va voir un peu le match retour, ce qui va se passer, ce qui s'est passé avant aussi. Donc c'est hyper intéressant. Oui, il n'y a pas Aaron par contre. Non, Voilà. Aaron il est pas là. On lui fait un coucou, il est à Los Angeles. On va direct commencer Allez, et je te laisse commencer pour le premier match, je pense. Ok, donc prochain match, ça sera Juventus contre Galatasaray. Donc déjà, on va parler un peu du match aller. Oui. Quel match, il y a eu beaucoup de buts. On a vu 5-2 pour Galatasaray chez 5-2, eux. ouais. Donc match aller, Galatasaray-Juve. On a vu que les Turcs, ils ont mis beaucoup d'intensité dans le match, beaucoup d'agressivité sur la défense italienne qui était très faible. Ouais, voilà. 5 buts, c'est quand même beaucoup pour la Juventus. C'est très énorme. Un doublé de Noah Lang. Oui, donc, exactement. Très beau match de Noah Lang qui a rejoint cet hiver Galatasaray en provenance de Napoli où ça n'a pas du tout marché. Un doublé aussi de Cop Miners côté Juventus. Ouais, qui a un peu sauvé la Juve au niveau là. Parce que oui, parce que je crois à la mi-temps ils sont à 2-1, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et le rouge de Cabal et après, ça a changé beaucoup le match. Changé la tournure du match. Pour le retour, qu'est-ce que je vois pour le retour? Je vois pour le coup la Juventus aller s'imposer chez eux. Ouais. Mais je vois quand même Galatasaray qualifié en 8e de finale parce que je trouve qu'ils ont un peu assuré leur qualification au premier match chez eux. J'avais dit Galatasaray allait gagner ou allait pas perdre, un truc du genre. Mais je voyais pas quand même autant d'écart, mais je pensais que vraiment Galatasaray allait faire un gros match et c'est ce qui s'est passé. Donc je vois Galatasaray passer, ils vont pas prendre un écart de 3 buts et je pense que la Juventus va pas arracher la prolongation pour espérer une qualification. Je suis bien d'accord avec toi sur ça. Je trouve que 3 buts, c'est énorme. Donc, à mettre. Moi, je suis d'accord. Ils vont gagner chez eux, il n'y a pas de souci. Mais mettre 3 buts de différence, c'est compliqué, surtout dans des gros matchs comme ça. Ouais, donc c'est dur. Ouais, c'est compliqué. En plus, on a vu que Osimhen, il a terrorisé la défense italienne. Il va peut-être le refaire à Turin. Donc, ça va être dur pour eux de pas s'en prendre, en tout cas. Donc, moi, je vois quand même victoire de la Juve, mais pas qualifiée. Pareil, je vois donc, ça. Ouais, c'est dur. On va passer au second match, Madrid-Benfica. Enfin, le Real Madrid, pardon, contre Benfica. Donc, au match aller, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, malheureusement. Plusieurs épisodes. Déjà 1-0 pour Madrid qui s'impose à Lisbonne avec un sublime but de Vinicius. Très beau exploit solo. Ouais, très très beau. Et aussi, il y a l'épisode, malheureusement, qu'on voudrait pas en parler, mais bon, je pense qu'on se sent un peu obligé, de l'épisode Prestiani-Vinicius. Alors pour remettre un peu dans le contexte, Vinicius marque et je crois que c'est sur la remise du terrain, enfin la remise du ballon au centre. Ouais, c'est surtout après sa célébration qui a été un peu provocatrice. D'ailleurs, ça lui a valu un carton jaune de Texier. Le Texier, ouais. Mais donc il a provoqué les joueurs du Benfica et les tribunes du Benfica. Et malheureusement, on sait que au foot, ça part très vite, la tension monte très vite. Bon. C'était un match tendu, parce qu'en plus, première mi-temps, il n'y a pas de but. Les deux gardiens, ils arrêtent tous les ballons. Donc voilà, le but d'un peu de la délivrance pour le Real Madrid. Et voilà, sur la remise du ballon, Prestiani, il se cache pour dire un truc à Vinicius. Personne ne sait ce qu'il a dit. Il se cache derrière son maillot d'ailleurs. Hein. Ouais. Personne ne sait ce qu'il a dit. Vinicius dit qu'il a dit une insulte raciste. Prestiani dit là récemment que c'est pas une insulte raciste, mais une insulte homophobe. Je sais pas en quoi ça l'aide dans sa défense. Je sais pas pourquoi ça l'a aidé, mais il s'est justifié d'un truc qui est tout aussi grave, je pense. Donc, voilà. Non, pour remettre en contexte, Prestiani aussi, c'est un jeune joueur argentin de 19 ans. On sait que les Argentins, ils ont plusieurs passés quand même avec des déclarations racistes. J'ai l'exemple aussi d'Enzo Fernandez. Dans le bus, tout ça, si je dis pas de bêtises, où il dit en gros la France c'est l'Angola ou une phrase comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est une phrase un peu il n'a reçu aucune il a rien eu pour ça. Aucune sanction. Il a eu aucune sanction, merci. Il a eu aucune sanction pour cela et je pense du coup Prestiani n'aura aucune sanction parce qu'en soi il y a pas eu, on sait vraiment pas ce qu'il a dit parce qu'en soi il est caché, mais on comprend tous ce qu'il a voulu dire. Tout le monde sait. Et puis voilà, après, c'est très malheureux encore de voir ça en 2026 sur les terrains de football. Et surtout qu'en plus, les supporters de Benfica ont suivi par la suite. Ils ont hué Vinicius à chaque balle qui touchait. Pourtant, Vinicius est resté dans son match parce que j'ai trouvé qu'il était quand même dangereux dans la suite du match. Mais c'est vrai que personne après a ouvert le score. Mais épisode très, très... marquant et c'est scandaleux encore de voir ça en 2026.
Du coup, on lui souhaite à Prestiani pas une bonne carrière, j'ai envie de dire. En tout cas, qui s'excuse pour ce qu'il a fait, parce que même s'il dit avoir fait une insulte homophobe, bah, c'est toujours pas. Ouais, c'est toujours tout aussi scandaleux. Exactement. Et voilà, et on va parler foot parce que bon, il faut quand même parler Faut foot. rester sur, le foot. Malheureusement, on est obligé de parler de ça, mais on préfère quand même parler foot. Mais du coup, moi, je vois quand même Real Madrid s'imposer Ouais. chez eux. Hein. Complètement. Ils sont favoris, ils Ouais. ont l'avantage d'être chez eux, et ils vont s'imposer. Ils connaissent les grands soirs, ils connaissent les grands Voilà. matchs, donc pour moi, ils vont aller s'imposer, ils vont passer en 8e de finale. Pour le coup, là, on va dire que Mbappé va marquer. Parce que j'avais dit qu'il Ouais, allait moi marquer, aussi, j'avais dit ça, et oui. ouais, il n'a pas été Mais voilà, resplendissant. franchement, je vois vraiment Madrid aller s'imposer. Ils sont sur 4 victoires consécutives du coup. Avec le week-end dernier, si je ne dis pas de bêtises, un 4-1 contre la Real Sociedad. Ouais. Donc ils sont plutôt en forme. Madrid, ils reviennent bien après le changement d'entraîneur. Donc bon, je vois vraiment Madrid s'imposer chez eux et faire le taf à Madrid, Ouais, tranquille. Tout simplement, oui. Le troisième match, je te laisse commencer. Paris-Monaco. Bien sûr. Déjà, on était tous les deux au match Ouais. Monaco-PSG, donc on a pu voir un peu. Avec Aaron aussi. Ouais, Aaron aussi, malheureusement, il n'est pas là, mais il était là au match aussi. Lui qui était bien content de la victoire du PSG. Hein. Sûrement. Voilà, mais bon, le match, moi, il m'a porté tout en haut les 30 Ouais, premières minutes. J'y ai cru aussi. Et ouais, Et on non. s'est fait rattraper. Ouais. Ça fait rattraper. Donc le contexte du match, c'est le premier but de Balogun qui ouvre le score à la première minute. Hein, très très chirurgical. Ouais, sur sa après on voit que Paris a quand même très mal défendu sur l'action de. frappe. Ah oui, il est tout il seul. est tout seul. Il y a même deuxième- Akiliouche qui est ouais, juste derrière Akiliouche. aussi. Et en fait, ils sont tous entre Balogun et Golovin, Ouais. mais personne sur. Et Nuno Mendes qui, je sais pas ce qu'il fait. Bref, du coup Ouais, l'ouverture mais du score. c'est lui qui perd la balle, non? Je sais pas si. Oui, c'est lui qui perd la C'est balle. Nuno C'est lui Mendes qui perd la balle qui sur perd une la sorte de transversale, je crois. C'est un exact. truc Ouais, genre. c'est ça. Et on récupère et ça Et part. ouais. Et on double la mise à la 18e minute par Balogun. Là, par contre, c'est bien joué, je trouve, de la Passe part en de l'AS Monaco, profondeur, passe en ouais. profondeur d'Akiliouche. Alors, pour l'instant, jusqu'à la 18e minute, je trouve c'est plutôt un hold-up parce qu'on touche pas trop le On ballon. a 15% de possession. On a 15% de C'est possession, pas on a 2 tirs de but. On sait que Paris, d'ailleurs, c'est un gros problème de Paris cette année, c'est qu'ils prennent trop de buts. Par exemple, contre Rennes, je crois que c'est genre 4 tirs, 3 buts. 3 buts, ouais, c'est. Et il faut changer ça pour Paris parce que contre Monaco, ça va sûrement passer la qualification, mais contre des grosses écuries, des gros clubs, ça va pas passer. Sur des gens qui savent tenir le score, ça Mais va. surtout qu'il manque aussi beaucoup de finition, Paris. Hein. Eh oui, même si là ils ont mis 3 buts, mais oui, il manque quand même un peu Ouais, de mais finition. surtout les tirs, en fait, normalement, il doit y en avoir plus qui rentrent. Parce que. Ils Oui. ont quoi, 30 tirs, je crois, même si c'est pas plus. Sur Monaco. Ouais. Je sais pas, sûrement. Je crois si, ouais, ils ont 30 tirs à peu près. Ouais. Plus. Mais ils ont tiré beaucoup déjà. Ouais. Et après, il y a cette double erreur de Faes qui amène un penalty pour le Paris Saint-Germain, sauvé par Philippe Cohn. Exceptionnel, merci à lui. Ah, j'étais refait. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça, mais merci à lui. Après, Dembélé se blesse avant ou après le penalty? Il sort après. Ok, et du coup, l'entrée de Désiré Doué qui a complètement changé le match. Je pense que c'est le meilleur match de Désiré Doué depuis le début d'année. Avec un doublé, oui, c'est ça. Le premier but, il réduit le score à la 29e minute sur une super part décisive, sur un super caviar de Barcola. Et voilà, et après Hakimi qui vient marquer juste avant la mi-temps et qui fait beaucoup de mal à l'AS Monaco, je pense. Voilà, après on retour des vestiaires. Golovin se fait expulser à la 48e minute. Et lui, c'est pas possible. Hein. Ça fait 2 fois d'affilée. Ouais, 2 fois d'affilée. Contre Nantes, Nantes, il s'est fait expulser. Et contre Paris, là, en ce moment. Donc, bon. Trop de rouge. D'ailleurs, il est trop- devenu le joueur le plus expulsé de l'AS Monaco Au 21e siècle. au XXIe siècle. Donc, Ouais. ça fait 6 cartons rouges. C'est quand C'est même ça. énorme pour un joueur qui est censé avoir de l'expérience, savoir jouer. Donc, c'est. Ouais. Et là, quand il y a 2-2 et qu'on prend un rouge, tu dis que le match il va être très compliqué. Tu te dis, tu vas en prendre combien? Je me suis dit ça. Ouais, moi aussi. Et on a bien tenu jusqu'à la 67e minute. Et c'est Désiré Doué qui vient mettre son doublé du coup. Et puis voilà, le match finit comme ça. Par contre, il y a un épisode aussi à retenir. Je pense que c'est la main de Marquinhos sur une tête ratée. Il se loupe. Et pour moi, ça le touche la main. Pour moi, il y a main, il y a penalty. Pour moi, il y a penalty aussi. Mais après, si on regarde un peu le match, oui, il s'est joué clairement dans la moitié de terrain de Monaco. Ah oui. Ça sortait pas. Ah oui, non, on n'arrivait C'était pas à le jouer. feu en défense monégasque. Donc, ouais, On n'arrivait pas à jouer. Je pense qu'on a perdu tellement de ballons. On arrivait peut-être à défendre, à bien défendre. Et dès qu'on devait ressortir notre camp, dès qu'on veut aller de l'avant, c'était trop brouillon, on ratait toutes nos passes.
Et bah voilà, ce qui amène encore une fois, c'est pour ça qu'on n'est pas bon aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai vu une stat ce matin. On est l'équipe qui perd le plus de ballons en Ligue 1. Voilà. Ah bah écoute, ça m'étonne Ça pas. m'étonne pas trop non plus, parce qu'on perd beaucoup de ballons, c'est tellement brouillon. Et puis, Ouais, mais il y a en tellement soi, des joueurs qui sont pas au niveau, malheureusement, à l'AS Monaco. Par exemple, Golovin, qui est beaucoup moins, même s'il fait une passe D sur Balogun, je trouve qu'on est quand même beaucoup moins. Enfin, il est beaucoup moins fort, quoi. Oui, il a années perdu. précédentes. Après, il se fatigue, il est plus Ouais. âgé qu'à l'époque, hein, mais Malheureusement aussi, Akiliouche, qui cette saison est pas très bon non plus, hein, même si il a fait encore une fois une passe D ici. On sait qu'il a un talent énorme, mais j'ai l'impression que dans cette année, c'est très dur. Je trouve que c'est très compliqué pour lui, en tout cas. très compliqué. On le voit très peu sur les terrains faire de Mhm. belles choses, comme la saison dernière où on le voyait déborder, faire des appels. Maintenant, on le voit plus. Il fait plus trop de Compliqué. retours défensifs, donc c'est compliqué de le voir jouer. Ça fait un peu de peine parce que c'était un peu la joueur star de l'AS Monaco saison dernière. Surtout, ça fait de la peine parce qu'on sait qu'il a un talent énorme. Oui, Ça aussi, Ouais. qui fait beaucoup de peine. Et puis voilà pour le débrief de ce match-ci. Paris-Monaco, du coup, chez eux au Parc des Princes. ça va être compliqué pour les Ça va être Monégasques. compliqué, hein. J'espère que Monaco va essayer de faire l'exploit, en tout cas. Mais je vois quand même Paris aller s'imposer chez eux et Oui. assurer la qualification en huitième de finale. Mais on espère qu'on se trompe. Enfin, moi, de mon côté, j'espère me tromper, en tout cas. Ah ben, j'espère que tu te trompes et j'espère que je me trompe aussi parce que pour moi, Paris chez eux vont être très confortables. Ouais. Ils ont vu que contre nous, ils ont quand même eu 80% de possession, ce qui fait que chez eux, s'ils travaillent un peu plus, ils vont pouvoir mettre beaucoup plus de buts que ce qu'ils ont mis contre nous au dernier match. Donc moi je pense quand même ils vont gagner, ils vont se qualifier. Ouais, Mais calmement. Donc, on va passer au quatrième match, Atalanta-Dortmund. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, de Dortmund-Atalanta? Bon, on va pas se mentir, c'est le match qu'on a moins le regardé sur la première journée. Mais c'est quand même un beau 2-0 de la part de Dortmund. Ouais. Guirassy, il était en forme, il a fait un but, une passe passe D, D. donc très très en forme. Mais il y a quand même une petite anecdote, c'est que les joueurs de Dortmund, ils sont arrivés en retard au match. Ah ouais? Ouais, 15 minutes de retard à leur propre match. Enfin, du coup, 15 minutes de retard sur le Je savais pas. Ouais, c'est à cause de la circulation. Donc bon, ils s'attendaient pas à ce qu'ils soient bloqués chez eux. C'était un peu bizarre, mais ouais, le début du match a été retardé de 15 minutes à cause du retard Ok. des joueurs. Mais en vrai, match très bien contrôlé de la part des Allemands, chez eux, devant le mur jaune. Ouais. 2-0. Chez très- eux, oui, oui. classique, quoi, pour moi. Classique, ouais, très maîtrisé. Atalanta, ils ont eu du mal. Ils ont tiré, ils ont eu des occasions, mais ça a été dur. Enfin, ils n'ont pas eu de Ouais. finition ou quoi. Non, Dortmund, ils ont bien profité des espaces dans le dos de la défense italienne. Donc, très bon match géré de la part de Dortmund. Je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. À part Ouais, ça. pour le coup, moi, je vois quand même Dortmund se qualifier en huitième de finale. Ouais. Peut-être pas s'imposer en Italie, à Atalanta, mais je pense qu'ils vont aller s'imposer 2-0. Je trouve ça beaucoup. Atalanta, ils sont 7e à 8 points du 3e quand même en Serie A. Et Dortmund, ils ont gagné contre Mayence d'ailleurs ce week-end. Ils sont toujours 2e. Ça se porte bien en championnat. Donc pour le coup, je vois Dortmund se qualifier. Peut-être pas simplement, mais je les vois se qualifier en huitième de finale. Je suis assez d'accord. En vrai, au retour, du coup, Atalanta, ils vont devoir essayer de marquer obligatoirement. Donc, ça a laissé beaucoup d'espace pour Dortmund pour aller créer des occasions. Aussi. Beaucoup de contre-attaques. Donc, moi, je vois un match, un petit nul. Et du coup, Dortmund se qualifie, quoi. Ok. Ouais. Moi aussi, je vois ça pour le coup. Mm. Karabag-Newcastle, on va passer au 5e match du coup. 6-1 pour Newcastle dans ce match-ci en Azerbaïdjan, avec un quadruplé de Gordon qui devient ainsi le meilleur buteur des Magpies en une saison sur une saison LDC, avec 10 buts. 5-0 à la mi-temps pour Newcastle. Donc bon, le match a été déjà tué. Ah oui, match Et- à sens unique. Hein. Ouais, complètement. Et donc, je vois pas grand chose à dire. Je vois juste que Newcastle va se qualifier en huitième de finale, logiquement. Quand on gagne 6-1, Karabakh, je vois pas Karabakh marquer 5 buts pour recoller à Newcastle Ah non, jamais. en Angleterre. Du coup, t'en penses quoi, toi? J'imagine que c'est la même chose. Oui. Bah après, moi, j'avoue que je m'attendais à un match un peu plus serré. Bon, je Non. me suis complètement trompé. 6-1, c'est Ouais. énorme. Hein. 5-0 première mi-temps. Donc, deuxième mi-temps, il a calmé ses joueurs. Il a dit vous blessez pas, faites pas n'importe quoi et tout. Je pense que match retour, voilà, il va faire sûrement jouer l'équipe B pour faire reposer son équipe, pour éviter les blessures inutiles. Et même avec l'équipe B, je vois Newcastle au-dessus chez eux. Donc, Ouais, complètement. qualif clairement pour Newcastle. Voilà. Pas un match non plus
très très surprenant en vrai, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Après, le prochain match, Olympiakos-Leverkusen. Ouais. Enfin, Enfin, du coup, c'est l'inverse, ouais. Leverkusen Olympiakos, du coup, Leverkusen-Olympiakos. pour le 6e match, les matchs du mercredi. Donc Olympiakos Leverkusen, c'est fini par un score de 2-0 pour Olympiakos, avec un doublé de Patrick Schick. Alors je pensais qu'Olympiakos allait plus gêner Leverkusen dans une grosse ambiance à Athènes. Et du coup, non, Leverkusen sont imposés 2-0. Ouais, mais après, c'est vrai que Henrich avait dit qu'il y avait une très grosse ambiance en Grèce et à Athènes, donc fallait s'y attendre un peu. Et je trouve qu'ils ont très bien géré la pression des supporters et de l'ambiance, puisqu'ils ont mené 2-0. Ouais. Donc, magnifique doublé, comme tu l'as dit, de Patrick Schick. Donc non, moi je pense qu'au retour, chez eux, ils vont bien garder le ballon, bien jouer, bien maîtriser le je pense match. qu'ils vont assurer la qualification en Allemagne. Donc bon, après Leverkusen, là, ils sont sur 4 victoires, 1 nul sur les 5 derniers matchs. Voilà, très bonne forme pour l'instant. Ouais, c'est pas dégueu. Ils sont 6e à 6 points du 3e en Bundesliga. Donc non, je pense qu'ils vont laisser assurer la qualification en Allemagne et puis passer en 8e, tranquille. Oui, tranquillement, ouais. Inter Milan, Bodo Glimt. Match intéressant celui-là. Match très très intéressant, je pense. Je te laisse commencer. Allez, bah déjà, match super surprenant, même si on s'attendait un peu de difficulté, parce que Bodo Glimt, chez eux, c'est compliqué à battre. Mais 3-1 de la part de Bodo Glimt, c'est très surprenant. Ils ont réussi à faire un énorme match face aux Interistes qui, eux, ont été un peu plus en mauvaise forme que d'habitude. Hein. Ouais, un peu malchanceux aussi. Hein. Ils ont touché le photo plusieurs fois. Mais du coup, énorme perf de la part des Norvégiens. Très beau but collectif sur le premier, ainsi que les autres buts qui sont très très beaux aussi. Ouais, alors des belles combinaisons en tout cas. Ouais. Alors que le but des Italiens est un peu moins beau, c'est surtout... c'est un peu un cafouillage voilà, du côté de l'Inter. Pour situer un peu le match, c'est Bodo Glimt qui ouvre le score avec Fett à la 20e minute. L'Inter égalise à la 30e, 10 minutes plus tard par Esposito. 1-1 à la mi-temps, on se dit que l'Inter va garder le score et va même peut-être marquer ou contrôler en tout cas la deuxième mi-temps. Et ben il se passe tout l'inverse. Bodo Glimt prend l'avantage à la 61e minute par Jens Peter Hogg. Et 3 minutes plus tard, ils viennent faire le break avec Kasper Hogg qui vient faire le break. Et donc ça fait 3-1 pour Bodo Glimt là, dans ce match-ci. On sait que c'était des conditions difficiles pour l'Inter sur un terrain synthétique avec des conditions météorologiques difficiles aussi, avec un très grand froid. Mais je pensais pas que l'Inter allait autant prendre de buts déjà. Ouais, 3 c'est beaucoup. Hein. Après, comme tu l'as dit, Kasper Hogg, il a fait un énorme match. Il permet 2 buts, hein, parce qu'il fait les 2 passes D sur les premiers buts. Et il termine l'Inter avec son dernier but. Ça combine très bien du côté Bodo Glimt. Ouais, c'est incroyable. Le premier but est magnifique. Et surtout le troisième aussi, cette passe de très belle Fett passe, qui vient couper cette ligne défensive. Et bah après, un but PS. Mais je trouve ça, c'est un très très but. C'est un très beau but, pardon. Ouais. Mais du coup, après, malgré cette victoire, moi je vois quand même sur le match retour à San Siro, c'est quelque chose de différent. Pour moi, l'Inter, ils vont revenir en mission. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de perdre, ils n'ont pas le droit de prendre de but. Donc, il y aura un Yann Sommer des grands soirs, hein, comme la Yann Sommer contre le Barça en Ligue des Champions l'année dernière, qui a été très très fort. Ouais. Donc, moi, je pense que chez eux, ils vont dérouler. On sait que l'Inter, elle marque beaucoup, même si à Bodo, ils ont marqué qu'un but. On se regarde sur les derniers matchs, il y a des 5-0, des 4, des 3 buts marqués. Donc, chez eux, ils vont être en confiance. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, donc ils vont être très très méchants. Et ils vont anéantir, je pense, cette équipe de Bodo Glimt. Je pense qu'ils vont aller recoller pour au moins arracher une prolongation à San Siro. Je pense que l'Inter a en tout cas les capacités pour. Ouais. Après, l'Inter, ils ont perdu contre Liverpool, contre Arsenal et contre l'Atlético aussi. Mais je pense qu'ils ont les ressources en tout cas pour arracher au moins une prolongation. Et pourquoi pas arracher la qualif en 8e. Après, c'est quand même un très beau exploit, je trouve, de Bodo Glimt. S'ils éliminent les finalistes de la LDC. Mais bon, après, à voir. À voir ce que l'Inter va faire, à voir ce que l'Inter va produire à San Siro. Et puis, je pense à un match à regarder. Ça sera mercredi prochain. Je pense que je vais aller me poser le regarder, je pense. Hein. Ouais. Après, il y a quand même un très beau match qui va s'en suivre. Atlético Bruges. Donc, je te laisse commencer pour le débrief de ce match-ci. Je trouve que... Ah non, c'est un match qui a été incroyable lui aussi. Donc, franchement, moi, je trouve que ces premières journées de match aller, elles ont été très, très belles. Là encore, ce match de Bruges-Atlético, 3-3, 6 buts. Donc, c'était plutôt spectaculaire. Ça allait dans tous les sens. Même si première mi-temps, c'était un peu plus calme. Deuxième mi-temps, ça s'est vraiment déroulé. Hein. Donc, première mi-temps,
penalty d'Alvarez. Donc penalty d'Alvarez. À la 8e minute. Exactement, donc 1-0. Mais par contre, il y a eu beaucoup de cafouillage défensif des deux côtés. On n'arrivait pas à sortir le ballon correctement. Il y avait beaucoup d'erreurs sur les transmissions. Et du coup, deuxième mi-temps, on a vu, ça a beaucoup déroulé parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs défensives. Et ça a permis de Bruges de revenir dans la partie. Moi, ce qui m'a quand même interpellé, c'est que Bruges a été mené de 2-0 à la mi-temps, à la 8e minute Alvarez, et un but à la 45e plus 4, je crois, de Lookman. Donc ça fait très mal quand tu sais que quand tu prends un but avant la mi-temps dans le temps additionnel, ça fait très très mal. Le retour vestiaire, il est très dur. Mais ils sont quand même revenus. C'est à la 51e minute, c'est Onyedika qui réduit le score. Donc là, le match, il est rejoué. Et 9 minutes plus tard, c'est Nicolas Tresoldi qui vient égaliser. Et là, on se dit, le match est reparti. Et c'est à la 79e minute, il y a eu un but conséquent d'Ordonez. Donc l'Atlético reprend les commandes de ce match. Mais c'est Zolis à la 89e minute qui vient égaliser contre l'Atlético. Du coup, ça fait 3-3. Et tout se reste à jouer à l'Atlético à Madrid. Donc ça va être un match très intéressant parce qu'on sait que Bruges, ils sont capables de revenir au score même s'ils sont menés 2-0 à la mi-temps. Donc c'est une équipe qui reste concentrée, qui reste dans le match jusqu'à la fin. Parce qu'on l'a vu, ils ont marqué vraiment à la toute fin, 89e minute. Ouais. Et donc voilà, l'Atlético, elle va être obligée de vouloir marquer chez eux. Donc ça va aussi créer des espaces et ça va permettre aussi à Bruges de pouvoir quand même marquer. Donc ça va être un match intéressant, mais je vois quand même Bruges gagner, moi. J'avoue. Ah ouais? Ouais, j'avoue, je vois moi, Bruges complètement là. Pourquoi tu vois Bruges gagner? C'est intéressant ça. Moi, je vois Bruges gagner. Écoute, je vais te dire pourquoi. Parce que je vois l'Atlético qui fait beaucoup d'erreurs défensives et qui va se laisser un peu dans ses aises. Voilà, je vois les Espagnols un peu confiants du match retour, même si on a vu qu'ils se sont fait un peu choquer à Bruges. Ils disent oui, mais là on est chez nous, là on est tranquille, on va pouvoir assurer le score. Et je vois des Belges qui n'ont peur de rien, qui même menés au score vont pouvoir revenir et n'ont pas peur de jouer. Donc je pense quand même que Bruges est capable de s'imposer et je les vois s'imposer, simplement. Moi, je vois l'inverse pour le coup parce qu'on sait que l'Atlético, c'est une équipe qui a quand même beaucoup plus d'expérience que Bruges en compétition européenne. On sait qu'ils sont habitués aux grands matchs, aux grandes soirées. Il y a eu plusieurs finales du côté de l'Atlético durant ces 10 dernières années. Une en Ligue des Champions, une en Ligue Europa, donc on sait qu'ils ont l'expérience, avec un coach qui a l'habitude des grandes soirées, Diego Simeone. Donc non, moi je vois vraiment l'Atlético aller s'imposer chez eux par l'expérience aussi. Ouais, je comprends. Et voilà, on a fini avec les matchs du barrage. Je pense que ça va être des matchs à regarder, ça va être très beau. T'en penses quoi toi? Moi j'ai hâte du retour déjà pour voir si Monaco va aller plus loin, parce que j'avoue que j'ai envie qu'ils passent, même si ça va être dur. Et après, il y a des beaux matchs. Deuxième journée, il y a quand même Inter Bodo Glimt, Atlético Bruges, qui sont des matchs très importants à suivre. Et tu as aussi en première journée, PSG Monaco. Madrid Benfica aussi, je pense que ça sera suivi. Ouais. Parce que c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Donc voilà, moi je vois que ces 4 matchs, pour moi, c'est les plus à suivre sur le match retour. Ça va être intéressant. Et ça va faire un beau spectacle, je trouve, pour tous les amateurs de football. En tout cas, merci d'avoir regardé ce podcast. On se retrouve très vite pour de nouveaux pronos. Et puis, merci à vous et on se retrouve très vite.